La pluie tombait sur Paris depuis 3 jours, lorsqu'Élodie Ferrand entendit pour la première fois son nom prononcé dans la même phrase que celui du duc de Rochefort. Cela vint par une porte entr'ouverte, dans le salon de sa belle-mère, rue de Varennes. Et ce ne fut point dit avec bienveillance. Elle portait un plateau de chocolat et une lettre pliée, qu'elle rapportait des cuisines ainsi qu'elle le faisait chaque après-midi depuis 4 années. Et elle s'arrêta sur le palier parce qu'elle entendit son propre nom et parce qu'on en riait. « Élodie !» dit la voix de madame Clotilde Ferrand, seconde femme de son père, avec cette petite inflexion montante qu'elle réservait aux cruautés qu'elle souhaitait faire passer pour de la politesse. « Ma chère vicomtesse, on ne marie pas Élodie, on la supporte. Elle est, dirons-nous, la conséquence du premier mariage de mon défunt époux. Une fille tranquille, maigre, qui lit trop. Le genre de créature qu'on ne remarque point, jusqu'au jour où l'on compte l'argenterie. » Un rire léger, emplumé, lui répondit. Puis une autre voix, plus basse, dit quelque chose qu'Élodie ne saisit point, et madame Clotilde reprit. « Le duc de Rochefort. Allons donc. Un homme de son rang épouserait plutôt un mur de couvent. On dit qu'il a refusé la main de 3 duchesses en 2 saisons, même celle de la petite fille de la princesse de Lamballe. Et pourtant, il lui faut se marier, dit la vicomtesse. Sa mère se meurt. Elle le lui a fait jurer sur son chapelet. Il doit choisir une épouse avant le 1er de l'an, sans quoi la lignée des Rochefort s'éteindra avec lui. Alors il choisira une Beaumont, ou une Angevin, ou quelque créature dotée de 100 000 francs de rente et d'un visage en camée. Il choisira, murmura la vicomtesse, celle que sa curiosité a déjà choisie. Élodie n'entendit pas la suite. Le chocolat s'était mis à glisser sur le plateau. Elle le posa sur la console du Wecujion, du palier, très doucement, car ses mains n'étaient plus tout à fait fermes, et parce qu'elle venait de comprendre quelque chose qui, pour l'instant, n'avait aucun sens. Elle n'avait rencontré le duc de Rochefort qu'une seule fois. Ce fut aux Tuileries, en septembre, un après-midi où sa demi-sœur Célestine avait laissé tomber un gant sur l'allée de gravier et refusé de se baisser pour le reprendre. Élodie s'était penchée pour le ramasser. Elle se penchait toujours pour ramasser les choses. C'était la forme que sa vie avait prise. Et lorsqu'elle s'était relevée, un gentilhomme se tenait immobile sur le chemin devant elle. Il était grand. Il était vêtu du noir sévère, du grand deuil. Ses yeux étaient du gris d'une rivière d'hiver sous les nuages. Il l'avait regardée durant l'espace d'environ 3 battements de cœur. Non point le gant, non point Célestine. Rien d'autre que son visage à elle. Puis, il avait incliné la tête d'exactement 1 degré, car c'est ainsi qu'on salue une égale, et il avait passé son chemin. Elle n'avait point su, alors, qui il était. Elle l'apprit le dimanche suivant, à la messe, lorsque Célestine l'aperçut à travers la nef de saint Thomas d'Aquin, et lui chuchota, consternée et ravie, que l'homme qui avait failli heurter Élodie aux Tuileries était le duc Lucien de Rochefort, et qu'on disait qu'il avait tué un homme en duel à 21 ans, et qu'il n'avait plus souri depuis. Cela remontait à 2 mois. Élodie reprit le plateau. Elle porta le chocolat. Elle le servit. Elle fit la révérence devant la vicomtesse de Saint-Maur sans lever les yeux, parce que ses yeux avaient été dressés depuis ses 17 ans à ne pas se lever. Et lorsqu'elle se retira, elle referma la porte derrière elle, avec le soin silencieux d'une jeune fille qui a appris qu'être remarquée est le commencement
d'être punie. Dans le corridor, elle appuya son front contre le papier froid du mur et respira. Il est peut-être nécessaire ici d'expliquer la position singulière d'une jeune fille telle qu'Élodie Ferrand dans le Paris de 1867. Son père, le vicomte Antoine Ferrand, était mort d'une fièvre de poitrine lorsqu'elle avait 17 ans, laissant derrière lui une fortune modeste mais respectable, un hôtel rue de Varennes et une seconde épouse qui, sous l'empire du Code Napoléon, disposait de presque chaque sou de la bourse du ménage jusqu'au mariage ou à la majorité d'Élodie. Ce code, rédigé plus d'un demi-siècle auparavant, l'avait été par des hommes qui tenaient la prudence d'une femme pour une rumeur et sa propriété pour une incommodité de mari. Une belle fille dans une telle maison n'était tout à fait ni une fille ni une pupille. Elle était une créancière dont la dette ne pouvait être recouvrée qu'après qu'elle eût trouvé un autre homme disposé à signer pour elle. Jusqu'alors, elle vivait, comme bien des jeunes filles en ce cas, de la charité de la femme qui avait toutes les raisons pécuniaires de la souhaiter non mariée, invisible, et cela le plus longtemps possible. Madame Clotilde Ferrand avait 3 dons, et elle les usait tous sur Élodie. Le premier était le don de l'arithmétique. Elle savait, au centime près, ce que vaudrait l'héritage de sa belle-fille le jour de son mariage. Et elle déployait une grande énergie à faire en sorte que ce jour demeurât lointain. Les robes d'Élodie étaient reprises sur celles que sa demi-sœur avait abandonnées. Son maître à danser avait été congédié avant sa première saison. Son nom ne figurait point sur les listes d'invitations que Clotilde recopiait de sa main soigneuse pour le bal annuel des Ferrand. Et lorsque les invités s'enquéraient de la fille aînée, Clotilde souriait et disait « Ah, notre Élodie préfère ses livres. C'est une âme si discrète. » Le second don était le don de la représentation. En public, Clotilde se montrait prévenante. Elle prenait le bras d'Élodie au bois de Boulogne. Elle lui baisait le front devant le curé. Elle pleurait joliment à la messe anniversaire de son défunt époux et parlait dans un chuchotement qui portait du fardeau qu'on assume volontiers par amour du cher disparu. L'on disait que Madame Clotilde était une sainte d'élever cette pauvre fille, étrange et timide comme la sienne. On le disait si souvent qu'Élodie avait commencé à 19 ans à se demander si étrange et timide était en vérité sa nature, et si elle n'avait point inventé le reste. Le troisième don était Célestine. Célestine était la fille de Clotilde par son propre premier mariage. Une jeune fille de 6 mois plus jeune qu'Élodie, blonde comme blé, là où Élodie était brune, bruyante là où Élodie se taisait, et élevée dès le berceau à croire que l'hôtel de la rue de Varennes était son héritage, et Élodie une sorte de parente pauvre, ornementale. Les robes de Célestine arrivaient de chez Worth. Ses débuts avaient coûté 14 000 francs. À 20 ans, elle était déjà à demi promise au neveu du comte de Valcourt et portait ses demi-fiançailles comme une médaille de sainte, les baisant en public et les oubliant en privé. Et Célestine, ce mardi soir-là, le soir qui suivit la visite de la vicomtesse de Saint-Maur, entra dans la petite chambre d'Élodie au 4e étage sans frapper, s'assit sur le lit étroit et dit « Maman prétend que le duc de Rochefort cherche femme. » Élodie, qui reprisait un bas à la lueur d'une chandelle, ne leva point les yeux. « C'est ce que j'ai entendu. Elle dit qu'il t'a vu au jardin. Il a vu un gant. Elle dit
poursuivit Célestine avec ce sourire faible et sondeur qu'Élodie avait appris à redouter plus que les éclats, que si un homme du rang du duc de Rochefort venait en cette maison chercher une épouse, il serait fort embarrassant de lui expliquer que la fille du vicomte Ferrand, c'est moi, et non. Elle inclina la tête, l'autre. Élodie posa son bas. Célestine. Je ne fais que répéter ces paroles. Je sais ce qu'elle a dit. Je l'ai entendue. Célestine battit des paupières. Un instant, Élodie le vit, aussi net que la flamme de la chandelle. Célestine parut presque effrayée. Elle n'avait pas su qu'Élodie avait surpris la conversation. Elle était venue sonder le terrain, et le terrain avait répondu. Puis la peur passa, et elle eut tout son petit rire joli et dit « Enfin, il ne viendra pas, évidemment. Maman se monte la tête. Mais s'il venait, j'espère que tu ne ferais point de scène. » « Je n'ai jamais fait de scène de ma vie, » dit Élodie doucement. « Non, » dit Célestine en se levant, en lissant ses jupes. « Tu n'en as point fait. C'est une des choses que nous admirons toutes en toi. » Elle s'arrêta à la porte. « Bonne nuit, ma sœur. » Elle referma derrière elle avec un petit claquement. Élodie demeura longtemps avec le bas sur ses genoux, et elle regarda la chandelle se consumer, et elle comprit, avec une certitude froide qui ressemblait presque à la paix, que quelque chose venait à sa rencontre, et que lorsque cela arriverait, chaque femme de cette maison tenterait d'y apposer son propre nom à elle, plutôt que le sien. Le dimanche suivant, 11 novembre, on envoya Élodie chez la modiste de la rue Saint-Honoré pour y prendre un chapeau que Célestine avait commandé, et pour le rapporter à pied, parce qu'on avait besoin de la voiture pour les visites de Madame Clotilde cet après-midi-là, et parce que, faisait observer Madame Clotilde, le temps était parfaitement clément, et que la marche était une chose que les jeunes filles d'aujourd'hui ne pratiquaient pas assez. Il pleuvait depuis le matin. Elle partit à pied. Elle avait un châle qui avait appartenu à sa mère et une paire de bottines qui, à l'origine, avait été celle de Célestine. Le chapeau était dans un carton. Le carton était enveloppé de papier huilé. Elle le tenait serré contre sa poitrine et prit le plus court chemin qu'elle connut, lequel la mena par la rue de Rivoli à l'heure où le beau monde revenait de la messe de la Madeleine. Et ce fut sur le trottoir devant l'hôtel du Louvre qu'elle entendit son nom crié par une voix qu'elle n'avait plus entendue depuis 4 ans. « Élodie, Élodie Ferrand, est-ce bien? Cela peut-il être toi ?» Elle s'arrêta. Elle se retourna. 3 femmes étaient descendues d'une voiture et se tenaient, sous l'auvent, d'un débit de tabac. L'aînée était la marquise d'Ermenonville, qui avait été la plus chère amie de sa mère avant la mort de celle-ci. La deuxième était la fille de la marquise, la vicomtesse de Lassay, qui avait été l'amie d'Élodie du temps de la salle d'études. La troisième était une jeune femme qu'Élodie ne connaissait point. Un instant fou, lumineux, qui souleva son cœur. Le cœur d'Élodie bondit dans sa poitrine, car la marquise d'Ermenonville avait aimé sa mère, et elle n'avait parlé à personne qui eût aimé sa mère depuis 4 années. Elle fit un pas vers elle. « Madame la marquise, mon Dieu !» dit la marquise d'Ermenonville. Elle le dit lentement. Elle le dit en toisant Élodie de la tête aux pieds, le châle, les bottines, l'ourlet assombri par la pluie, le carton du chapeau de Célestine. Puis elle dit à la jeune femme qui se tenait près d'elle, sans aucunement baisser la voix. « C'est la petite Ferrand.
l'aînée. Vous souvenez-vous que je vous en ai parlé? La fille d'Antoine, de son premier mariage. Pauvre Antoine. J'avais ouï dire qu'elle était... Enfin, on avait ouï dire des choses. On ne savait s'il y fallait croire. La jeune femme regarda Élodie avec une pitié ouverte, intéressée, comme on regarde un chien boiteux. « Madame, dit Élodie. « Pardonnez-moi, madame, Mon enfant, dit la marquise. Et elle ne bougea point de dessous l'auvent, et elle n'offrit point sa joue, et elle ne tendit point la main. Vous ne devez point rester sous la pluie. Vous attraperiez quelque mal. Rentrez. Rentrez chez... » Elle hésita avec une petite répugnance. « Chez madame votre belle-mère, qui aura sans doute de quoi vous réchauffer. Adèle, venez. Nous serons en retard chez la princesse. » La vicomtesse de Lassay, qui à 11 ans, avait tressé des rubans dans les cheveux d'Élodie dans le cabinet de toilette de sa mère, et qui ne lui avait point écrit une fois en 4 ans, lui adressa un petit sourire peiné et d'excuse, le sourire d'une femme à qui sa mère avait fait comprendre qu'une certaine relation n'était plus à entretenir et qui s'était pliée. Elles remontèrent en voiture. La voiture s'éloigna. Élodie demeura debout sur le trottoir, sous la pluie, avec le chapeau de Célestine dans les bras. Elle ne pleura point. Elle s'était dressée depuis ses 17 ans à ne pas pleurer en public. Elle fit à son visage la chose qu'il avait appris à faire. Cette petite vacance aimable qui, pendant 4 années, lui avait permis de traverser les salons sans être vue. Et elle se détourna pour reprendre sa marche. Et elle avait fait environ 3 pas lorsqu'une voix d'homme, tout près derrière elle, dit « Mademoiselle ». Elle se retourna. Il se tenait à 6 pieds d'elle, peut-être, sous l'auvent du libraire voisin. Il était en noir. Il ne portait point de chapeau. La pluie avait assombri les épaules de sa redingote. Ses yeux étaient du gris d'une rivière d'hiver sous les nuages, et il la regardait d'une expression immobile, contenue, qu'elle ne sut point, en cet instant, déchiffrer. « Monsieur le duc ?» dit-elle, et elle entendit la brisure dans sa propre voix, et elle la haït. « Mademoiselle, il se trouvait que... Il s'arrêta. Il ne savait pas mentir. Elle le vit. « Je ne me trouvais nulle part, mademoiselle. Pardonnez-moi, je marchais derrière vous. Je n'avais point l'intention de vous parler. Je m'aperçois que je ne puis m'en empêcher. Vous portez-vous bien? »« Je me porte fort bien, monsieur. »« Non. » Elle le regarda. La pluie tombait entre eux. Il y avait été, elle le comprit, assez près de l'hôtel du Louvre pour avoir entendu chaque parole de la marquise d'Ermenonville. Il les avait entendues. Il l'avait vue se retourner et s'éloigner, le carton dans les bras. Il avait décidé, en cet instant, de la suivre, et il avait décidé, un instant plus tard, de parler. Il était, elle le comprit, d'un étonnement froid et lent, furieux, non pas contre elle, contre les 3 femmes dans la voiture. Et il était furieux à la façon contenue d'un homme qui avait décidé 11 ans auparavant de ne plus jamais, quand Anna haussait la voix. « Mademoiselle, puis-je... » « Allez !» Il jeta un regard, 1 seconde, sur le carton qu'elle tenait sous le bras. « Puis-je porter cela pour vous? Puis-je appeler un fiacre? Puis-je... » « Non, monsieur. »« Mademoiselle, non, monsieur, je vous remercie. Vous êtes bon. Mais si je parais chez ma belle-mère dans un fiacre payé par le duc de Rochefort, monsieur, on ne me laissera plus sortir de cette maison. Et l'on m'en laisse fort peu sortir déjà. De grâce. Passez, mademoiselle. De grâce.
Il ne bougea point. Il dit très bas: « Mademoiselle Ferrand, je vais vous demander la permission d'une incorrection. Je vais me rappeler ce que je viens de voir. Je ne suis pas un homme qui oublie. Me comprenez-vous? Je vais me le rappeler. Monsieur? Rentrez, mademoiselle, ne prenez pas froid. » Il recula d'un pas. Il lui fit un salut, plus profond que celui qu'il lui avait fait aux Tuileries, plus profond de plusieurs degrés qu'aucun salut qu'il eût fait à personne dans Paris cette année-là. Et il ne bougea point de sous l'auvent du libraire tant qu'elle n'eut point tourné au coin de la rue de Castiglione. Il rentra chez lui. Il écrivit, ce soir-là, 3 lettres. La première était adressée à son homme d'affaires, Monsieur Perrault, lui prescrivant de constater au plus tard le mardi suivant chaque détail des affaires de la maison Ferrand que l'argent ou la patience pussent procurer. La seconde était à la marquise d'Ermenonville, lui demandant l'honneur de sa compagnie à un petit souper qu'il donnait le soir du 12 décembre, et ajoutant, en une ligne finale, qu'il savait qu'elle avait été la chère amie de feu, la vicomtesse Ferrand, et qu'il espérait qu'elle voudrait bien l'en entretenir, car il avait lui-même, par le plus singulier des hasards, fait la connaissance de sa fille. La troisième était destinée à sa mère, et ne comptait que 4 lignes. « Maman, mon choix est fait. Vous ne l'approuverez pas. Et sur les apparences, vous l'approuverez, je crois, à l'épreuve. Je suis, comme toujours, votre fils obéissant, Lucien. » La marquise d'Ermenonville accepta l'invitation par le courrier retour. Elle n'y parut point. Elle reçut, le matin du 12, une seconde lettre du duc de Rochefort, regrettant qu'une indisposition l'obligeât à remettre le souper sin-dit, et la remerciant de sa courtoisie. Elle ne comprit pas, alors, qu'on venait de la désinviter. Elle le comprit lentement au cours des 6 semaines qui suivirent, à mesure que ses invitations à certaines maisons cessèrent d'arriver, et que le nom de sa fille fut discrètement rayé de 2 listes d'abonnés à l'opéra, et qu'un cousin, au ministère de la Guerre, qui s'attendait à une affectation à Fontainebleau, apprit qu'il irait à regret à Bastia. Rien de tout cela ne fut annoncé. Rien de tout cela ne fut expliqué. Ce fut seulement, comme devait le dire le duc de Rochefort plus tard, à un autre propos, un refroidissement. Il avait, comme il le lui avait dit sur le trottoir, gardé mémoire. Le duc Lucien de Rochefort reçut l'invitation au bal Ferrand le 12 novembre et la laissa de côté sur son bureau 4 jours durant avant de l'ouvrir. Il avait 32 ans. Il était le dernier d'une lignée qui avait donné à la France 2 maréchaux, un cardinal et un régicide. Il possédait un hôtel particulier place des Vosges, un château en Val-de-Loire qui avait appartenu à sa famille depuis le règne de Louis XIII et une cicatrice de duel à l'intérieur de l'avant-bras gauche dont son valet avait reçu la consigne 11 années durant de ne jamais parler. Il avait hérité du titre à 21 ans. Au matin qui suivit le duel dont la cicatrice demeurait, et il n'avait point, comme les amis de sa belle-mère le chuchotaient, comme les fournisseurs de la rue Saint-Honoré le redisaient, et comme sa propre mère, mourant lentement dans la chambre bleue du château de Rochefort, le savait mieux qu'aucun d'eux. Il n'avait point été tout à fait le même homme depuis. Il avait tué un garçon. C'était la manière la plus simple de le dire. Le garçon avait 19 ans, et il avait traité la sœur cadette de Lucien
Hélène de menteuse en public, et Hélène avait bu une fiole de laudanum ce soir-là et ne s'était point réveillée, et Lucien avait rencontré le garçon à l'aube au bois de Vincennes et l'avait atteint d'une balle au poumon à 20 pas. Le garçon mit 3 jours à mourir. Lucien resta 2 d'entre eux à son chevet, parce que personne d'autre n'y consentait, et il écouta le garçon pleurer sa mère, et il ne put pleurer lui-même, ni alors, ni depuis. Il avait enterré sa sœur, puis le garçon, et il avait revêtu la redingote noire qu'il portait encore, et il avait enfermé dans sa poitrine une chose dont, 11 années durant, il avait refusé de chercher la clé. Il n'était pas cruel, il était pire que cruel. Il était exact, il payait ses dettes au sou près. Il tenait ses promesses à la syllabe. Il n'avait pas haussé la voix depuis 11 ans, car hausser la voix était une perte de maîtrise, et il avait décidé à 21 ans qu'il ne perdrait plus jamais la maîtrise de rien, parce que la dernière fois qu'il l'avait fait, sa sœur en était morte. Sa mère, la duchesse douairière de Rochefort, se mourait depuis 16 mois. Au mois de septembre, elle l'avait fait appeler et lui avait dit, sans préambule, qu'elle ne descendrait pas au tombeau avant que la lignée des Rochefort ne fût assurée, et qu'il épouserait avant le 1er de l'an, sans quoi elle se relèverait de la tombe et le hanterait. Et il lui avait baisé la main et avait dit « Maman, je ferai ce que vous désirez parce qu'il l'aimait et parce qu'il avait, pour ce qui touchait à sa sœur, manqué à elle une fois déjà, et qu'il ne pouvait y manquer 2 fois. Cela remontait à 2 mois. Il avait reçu depuis lors des lettres de 4 duchesses, de 2 princesses de maisons allemandes secondaires et de la mère de la filleule du roi des Belges. Il avait répondu à chacune par le même refus soigneux et courtois. Il avait dit à son intendant, M. Perrault, qu'il lui fallait une épouse d'un rang suffisant pour ne point faire honte au nom, d'une disposition suffisante pour ne point le fatiguer, et d'un entendement suffisant pour savoir qu'il contractait un marché et non une affaire de cœur. Perrault avait dressé une liste. Lucien l'avait brûlée dans l'âtre de la bibliothèque. Il se trouvait aux Tuileries cet après-midi de septembre, parce que son médecin lui avait dit qu'il marchait trop peu et fumait trop. Il ne regardait rien de particulier. Il avait tourné un coin du chemin de gravier et avait trouvé une jeune fille agenouillée sur le sol, la tête sombre, inclinée sur un gant de chevreau. Et lorsqu'elle s'était relevée, lorsqu'elle avait levé le visage, il avait senti remuer dans sa poitrine une chose qu'il n'avait point sentie depuis 11 années, et qui l'avait effrayé si profondément qu'il s'était incliné sans parler et avait passé son chemin, et qu'il n'avait pas bien dormi pendant 3 nuits. Il s'était informé. Il avait appris son nom. Il avait appris la forme de sa maison. Il avait appris le rythme précis auquel sa belle-mère dilapidait son héritage, et le nom de la demi-sœur qui portait les perles de sa mère, et le nom du maître à danser qui avait été congédié en 1864, et le fait qui lui avait coûté le plus, car il avait fallu recourir pour l'obtenir à un homme de ces gens qu'il n'aimait point à employer. Que mademoiselle Ferrand n'avait pas été autorisée à paraître à un bal dans sa propre maison depuis 3 années. Il avait fait tout cela en silence. Il l'avait fait parce qu'il ne savait point encore, à cette heure, ce qu'il comptait faire de ses renseignements. Il s'était dit qu'il ne faisait que la sorte d'enquête qu'un homme de sa condition était en droit de faire
sur toute jeune personne dont le chemin eût croisé le sien. Il s'était menti à lui-même avec une belle constance, 2 mois durant. Le 16 novembre, il ouvrit l'invitation au bal Ferrand, et il écrivit, de sa propre main, une ligne unique d'acceptation, et il la scella aux armes de Rochefort, et il l'expédia par son propre valet de pied, parce qu'il ne se fiait guère à la poste. Puis il demeura longtemps assis à son bureau, la main ouverte sur le bois, et il comprit qu'il avait décidé quelque chose, et qu'il n'allait point s'en dédire, et que sa mère, si elle vivait pour le voir, serait fort surprise. Le bal Ferrand du 23 novembre commença comme madame Clotilde avait tout arrangé pour qu'il commençât, sans Élodie. On lui avait dit, le matin, qu'on aurait besoin d'elle à la lingerie pour compter les serviettes. On lui avait dit à 3 heures que la cuisinière requérait son avis sur les glaces. On lui avait dit à 7 heures que sa présence n'était point attendue au bal, car la robe que madame Clotilde avait fait retoucher pour elle avait malheureusement été abîmée par la couturière, et qu'il n'y avait, hélas, point le temps d'y remédier, et qu'Élodie comprendrait, bien entendu. Élodie avait incliné la tête. Élodie inclinait toujours la tête. Elle avait regardé Célestine descendre l'escalier en tulle blanc semé de perles fines, et elle était remontée au 4e étage, et s'était assise près de sa fenêtre, dans sa simple laine grise, et avait ouvert un livre qu'elle avait déjà lu 4 fois, parce qu'elle ne se fiait point encore à elle-même pour les larmes. Elle était à la 2e page lorsque Marthe, la vieille femme de chambre qui avait servi sa mère, entra dans la chambre sans frapper, le souffle court d'avoir monté les marches, portant une boîte. « Mademoiselle, vite, levez-vous. »« Marthe, levez-vous, mon enfant. » Élodie se leva. Marthe posa la boîte sur le lit. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, pliée dans du papier de soie, se trouvait une robe de soie bleu nuit, coupée dans le style le plus sévère et le plus dispendieux de la saison, avec une étroite bande de Valenciennes au col et nul autre ornement. Dessous, une paire de gants de chevreau. Dessous encore, un petit écrin de velours. Dans l'écrin, sur le satin blanc, reposait un rang de perles, gradué du grain d'un pois au grain d'un ongle de pouce, fermé d'un or ancien, serti d'un saphir unique. Élodie ne les toucha point. Elle regarda Marthe. « À qui sont-elles ? À vous, mademoiselle ? » Marthe. « Elles ont été apportées à la porte de service il y a 1 heure, mademoiselle, avec une carte. » Marthe lui tendit la carte. C'était un Bristol crème et lourd, portant un blason gravé en tête. Un cerf rampant sur un champ d'hermine, et 3 lignes écrites d'une main qu'Élodie n'avait jamais vues, à l'encre si noire qu'elle semblait encore humide. « Mademoiselle, vous me pardonnerez la liberté. Une dame ne doit point manquer un bal donné dans la maison de son père. Lucien de Rochefort. » Élodie s'assit sur le lit, lentement, sans détacher les yeux de la carte. « Mademoiselle, » dit Marthe, et la vieille voix tremblait, « j'ai vécu dans cette maison 41 ans. J'ai servi votre mère. Je l'ai ensevelie quand elle mourut. J'ai vu cette femme en bas faire de vous une fille de cuisine 4 années durant, et je me suis tue parce que votre père, Dieu le protège, me l'avait demandé. Mais je vais vous dire ceci, mademoiselle, quoi que soit cet homme, quoi qu'il veuille, il n'a point envoyé ces perles à une fille de cuisine, il les a envoyées à une Ferrand. Et vous allez les mettre, et vous allez descendre, et vous allez entrer dans cette salle de bal sur vos propres pieds.
parce que votre mère, Dieu la repose, se relèverait cette nuit de sa tombe si vous ne le faisiez point. » Élodie regarda les perles. Elle regarda la carte. Elle regarda son propre reflet dans le petit miroir piqué au-dessus du lavabo. Cette fille pâle, mince, aux cheveux sombres, qui avait passé 4 années à s'entraîner à ne pas être vue. Elle dit très doucement, « Marthe, voulez-vous bien me coiffer ?»« Oui, mademoiselle. Je ne sais point comment. » Comment l'on descend un escalier. Devant. Je vous montrerai, mademoiselle. J'ai peur. Bien, dit Marthe, et ses mains, en coiffant la fille de sa maîtresse pour la première fois, en 4 ans, ne tremblaient pas tout à fait non plus. Une femme qui n'a pas peur par une nuit telle que celle-ci n'a pas compris quelle nuit c'est. La salle de bal de l'hôtel Ferrand avait été bâtie en 1769 et restaurée pour la dernière fois en 1853. Et la nuit du 23 novembre, elle était éclairée de 400 bougies de cire en si lustre et sentait le lys de serre et la poussière chaude particulière des vieilles dorures. Madame Clotilde Ferrand se tenait au pied de l'escalier d'honneur, en satin prime vert, recevant, avec Célestine à sa droite, et le neveu du comte de Valcourt à sa gauche. Et elle était, à 9h23, la plus heureuse qu'elle eût été depuis 4 ans, parce que le duc de Rochefort était arrivé. Il était arrivé seul. Il s'était incliné devant elle avec exactement le degré de formalité dû à la veuve d'un vicomte, c'est-à-dire peu. Il avait refusé le champagne. Il avait refusé d'être présenté à Célestine. Il avait dit, de cette voix basse et plate, que 3 femmes avaient décrite à Clotilde comme glaciale, qu'il était obligé et qu'il allait faire un tour par la salle. Il avait fait un tour par la salle. Il n'avait parlé à personne. Il s'était tenu près d'une des longues fenêtres, sa main gantée de noir sur l'appui, et il avait regardé la porte. Clotilde, qui n'était pas sotte, l'avait remarqué. Elle avait commencé à sourire. Elle avait commencé, en pensée, à remanier le placement au souper. Elle était, à cet instant, penchée vers l'oreille de Célestine, à lui chuchoter quelque chose, touchant à passer 2 fois devant les fenêtres, lorsque la conversation dans la salle de bal, la grande, claire, continue conversation de 200 personnes, hésita, s'éclaircit, s'arrêta. Élodie Ferrand se tenait en haut de l'escalier, elle portait la soie bleu nuit. Ses cheveux sombres étaient relevés à l'ancienne, avec un unique camélia blanc derrière l'oreille. À son cou, un rang de perles que 3 femmes dans la salle, la vicomtesse de Saint-Maur, madame de Granville et la vieille princesse de Polignac, reconnurent aussitôt pour les perles des Rochefort, qu'on n'avait point vues en public depuis la mort de la mère de la défunte duchesse, en 1852. Pendant peut-être 2 pleines secondes, personne dans la salle ne parla. Élodie posa la main sur la rampe. Elle commença à descendre. Elle ne regarda pas sa belle-mère. Elle ne regarda pas Célestine. Elle ne regarda personne, en vérité, jusqu'à ce qu'elle eût atteint le pied de l'escalier. Puis elle releva le menton et elle regarda, par toute la longueur de la salle de bal, l'homme grand et noir près de la fenêtre, et lui, sans hâte, sans précipitation, comme un homme marche vers une chose qu'il a déjà décidée. Il traversa le parquet jusqu'à elle, et il s'inclina sur sa main, et il dit nettement, d'une voix pareille à une porte qui se ferme, « Mademoiselle Ferrand, vous m'honorez. » Elle fit la révérence. Elle dit « Monsieur le duc ». Il lui offrit le bras.
Elle le prit. Il dit, très bas pour elle seule, « Vous portez-vous bien ?» Je... Elle ne parvenait plus tout à fait à reprendre son souffle. « Je ne sais ce qui se passe, monsieur. »« Non, » dit-il, en regardant droit devant lui. « Moi non plus. Marchez avec moi. » Ils marchèrent. La salle, lentement, comme un mécanisme se souvenant de son propre mouvement, se remit en branle autour d'eux, mais chaque regard les suivait, et chaque éventail dans la pièce était soudainement, industrieusement ouvert, et madame Clotilde Ferrand, au pied de l'escalier, avait pris la couleur du vieux suif. Ils firent 2 fois la longueur de la salle. Il ne parla plus. Elle non plus. Au bout du second tour, il s'arrêta près de la longue fenêtre d'où il était venu. Et il se tourna, et il dit, toujours bas, toujours sans drame, « Mademoiselle, je vais vous poser une question. Je la pose parce que je n'ai point coutume de demander 2 fois, et parce que ce que je compte faire ensuite dépend de votre réponse. Vous pouvez refuser. Je ne vous en ferai point reproche, mais il me faut la vérité. Et monsieur, souhaitez-vous demeurer en cette maison ?» Elle ne comprit pas d'abord, puis elle comprit, puis elle dit, et elle ne reconnut point sa propre voix. « Non, monsieur. » « Alors, dit le duc de Rochefort, et il la regarda de ses yeux gris de rivière d'hiver. « Avec votre permission, mademoiselle, je vais parler ce soir à madame votre belle-mère, et je vais parler demain à monseigneur l'archevêque, et je vais vous épouser avant le 1er de l'an, parce que ma mère se meurt, et parce que je lui ai promis que je me marierai, et parce que je m'aperçois que je ne puis en épouser aucune autre. Voilà tout. Je ne vous mentirai point. Je ne vous offre pas d'amour. Je vous offre mon nom, ma protection et ma parole, qu'aucune personne en cette salle, ni aucune personne apparentée à aucune personne en cette salle, ne dira jamais de mal de vous en ma présence, sous peine de mon déplaisir, lequel n'est pas une petite chose. Voulez-vous de moi ? Elle leva les yeux. Elle le regarda longtemps. Elle dit « Oui, monsieur ». Il ne sourit pas. Il ne bougea pas. Seul, un instant très bref, un muscle bougea le long de sa mâchoire. « Je vous remercie, mademoiselle, dit-il. Allez vous asseoir auprès de la princesse de Polignac. C'est ma marraine. Elle sera bonne avec vous. J'ai un mot à dire à madame votre belle-mère, et je préférerais que vous ne l'entendissiez point. » Ce que le duc de Rochefort dit à madame Clotilde Ferrand dans le petit cabinet jaune attenant à la salle de bal, entre 10h15 et 10h40, ne fut entendu d'aucune autre personne dans la maison. 2 choses, cependant, furent observées. La première fut que madame Clotilde entra dans le cabinet droite et qu'elle en ressortit 25 minutes plus tard en se tenant au dossier d'une chaise. La seconde fut que, lorsque le duc de Rochefort reparut, il alla droit au canapé de la princesse de Polignac, où Élodie était assise, et dit, d'une voix qui n'était pas tout à fait haute, mais qui portait comme porte une cloche, « Mademoiselle Ferrand, madame votre belle-mère a eu la bonté de donner son consentement à nos fiançailles. Souffrez que je vous présente, en qualité de ma future épouse, à la compagnie. » Célestine, près de l'orchestre, laissa tomber son éventail. Personne ne se baissa pour le ramasser. Parmi les grandes familles aristocratiques de la France du Second Empire, il n'existait point d'instrument plus redouté que la demande publique. Des fiançailles privées pouvaient se rompre.
Un attachement chuchoté pouvait se nier, un scandale pouvait s'ensevelir sous le poids d'une dot suffisamment ample. Mais une demande prononcée par la partie la plus élevée, dans une salle de bal comble, sous les yeux de 200 témoins, sous les armes de Rochefort, était, dans la société de 1867, chose aussi liante qu'un contrat signé de sang. On ne pouvait la retirer sans qu'une ruine ne frappât l'un des deux côtés. Et le duc de Rochefort, comme chaque personne présente dans la salle le savait, n'était pas le côté qui serait ruiné. Madame Clotilde Ferrand comprit, en serrant le dossier de cette chaise, qu'elle venait d'être dépouillée non seulement d'une belle fille, mais de 4 années de soigneuse arithmétique, et qu'on l'avait dépouillée de telle manière qu'elle ne pouvait crier au voleur sans le crier contre l'un des 12 plus riches hommes de France. Madame Clotilde Ferrand attendit 3 jours. Le matin du 27 novembre, elle mit sa meilleure robe de gros grain noir. Elle avait porté le demi-deuil, pour la forme, chaque dimanche depuis la mort de son mari. Et elle se fit coiffer par sa femme de chambre, et elle prit sa propre voiture, qu'elle n'avait point encore été obligée de vendre, et elle se fit conduire place des Vosges. Elle avait répété ce qu'elle comptait dire. Elle l'avait répété devant la glace. Elle comptait être digne. Elle comptait être maternelle. Elle comptait faire appel à l'honneur de Monsieur le Duc comme gentilhomme et à sa considération pour une veuve qui avait fait de son mieux dans des circonstances éprouvantes pour élever une belle-fille difficile, une belle-fille dont la nature, hélas, avait toujours été un peu étrange, un peu fantasque, peut-être un peu exaltée, mais qui s'amenderait sans doute sous l'influence rassurante de l'affection d'un mari, si certains malentendus pouvaient être écartés, et si certaines petites dispositions pouvaient être convenues de famille à famille, dans un esprit de réconciliation chrétienne, pour la continuation du confort du foyer qu'elle laissait derrière elle, et qui était, après tout, le seul qu'elle eût jamais connu. Elle avait répété le mot disposition jusqu'à pouvoir le dire sans qu'on entendît dessous le petit cliquetis disgracieux du mot argent. Elle fut reçue dans une petite antichambre au rez-de-chaussée de l'hôtel par M. Perrault, qui s'inclina très correctement et lui dit que M. le Duc allait la recevoir tout à l'heure. Elle attendit 40 minutes. Ce fut exactement assez long. Elle le comprit par la suite, pour avoir été délibérée. Lorsque Perrault la conduisit enfin en haut d'un petit escalier à travers 2 portes, dans une pièce qui sentait les vieux livres et la cendre froide. Elle s'était montée à l'état d'animation brisée qu'elle avait 4 ans durant, pris pour de la tenue. Le duc de Rochefort se tenait à l'autre extrémité de la pièce, derrière un bureau, le dos à la fenêtre. Il ne se leva point à son entrée. Il ne se tourna point d'abord. Il acheva avec un soin apparent la ligne qu'il écrivait, puis il posa sa plume. Puis il se tourna, puis il dit sans s'asseoir et sans l'inviter à s'asseoir. « Madame Ferrand, Monsieur le Duc, dit-elle, et elle fit sa révérence, et elle s'en releva avec ce qu'elle espérait être de la dignité. Je suis venu vous remercier. Non, madame. Vous remercier, dis-je, de l'honneur que vous avez fait à notre maison, et vous assurer que, madame. Il le dit à un volume légèrement plus bas que la première fois. Elle s'arrêta. Madame Ferrand, nous allons avoir une courte conversation. Vous allez l'écouter. Vous n'y prendrez point, madame, de part.
Quand j'aurai fini, vous ferez votre révérence, et vous sortirez de cette maison, et vous n'y reviendrez pas, et vous ne vous adresserez plus à moi, ni de vive voix, ni par écrit, le restant de votre existence naturelle. Me comprenez-vous, madame? Sa bouche était ouverte. Elle le sentait. Elle la referma. Je disais, me comprenez-vous, madame? Monsieur le duc, Oui ou non suffira, madame. Oui, je vous remercie. Asseyez-vous. Elle s'assit. Le duc de Rochefort, lui, ne s'assit point. Il contourna au contraire le bureau et s'appuya contre le rebord. Et il croisa les bras sur la poitrine, et il la regarda de ses yeux gris de rivière d'hiver. Et il parla durant environ 11 minutes d'une voix qui ne s'éleva jamais au-dessus de celle d'un homme lisant à haute voix une lettre. Il commença par le 11 novembre. Il décrivit, avec une précision qui fit trembler les mains de la dame dans son giron, le chemin que sa belle-fille Avapidia avait suivi pour rentrer de la rue Saint-Honoré sous la pluie, le carton qu'elle portait, la rencontre sur le trottoir, les paroles prononcées par la marquise d'Ermenonville, et le fait qu'elle n'avait pas connu que le duc de Rochefort s'était lui-même tenu à 6 pieds de là, sous l'auvent du libraire. Il décrivit l'état des bottines de sa belle-fille. Il décrivit le poids du châle. Il demanda, sans élever la voix, si madame Ferrand avait commandé la voiture pour ses visites en sachant parfaitement qu'il pleuvait. Il n'attendit point la réponse. Il passa à la suite. Il décrivit le congédiement du maître à danser d'Élodie en 1864. Il donna le nom de l'homme. Il donna la date. Il donna le montant du dernier trimestre de gages qu'on avait retenu. Il décrivit les listes d'invitations des bals Ferrand de 1865, 1866 et 1867. Il savait qui en avait été rayé et qui y avait été ajouté. Il savait la main. Il décrivit les comptes chez le notaire. Il savait ce qu'on avait prélevé sur l'héritage d'Élodie et pourquoi et par qui. Il savait la date à laquelle madame Ferrand avait, à l'été 1866, vendu à un joaillier de la rue de la Paix pour 6 000 francs une paire de boucles d'oreilles en saphir qui avait appartenu à la mère d'Élodie et dont 4 000 francs avaient été dépensés pour la saison de Célestine. Il décrivit le grenier. Il décrivit, madame, la chambre du 4e étage. Il décrivit la mesure de charbon. Il décrivit, une par une, dans l'ordre, les petites cruautés silencieuses de 4 années, comme s'il les lisait sur un livre de comptes. Ce qui était, elle le comprit lentement, exactement ce qu'il faisait. Il avait un livre de comptes. Il ne le tenait pas en main. Il n'en avait pas besoin. Il était dans sa tête, et il était complet, et il le tenait, au plus tard, depuis la 3e semaine de septembre. Lorsqu'il eut fini, il se tut un quart de minute environ. Puis il dit « Madame, je vais vous dire maintenant ce qui va advenir. Je ne vais pas vous consulter. Je ne vais pas négocier avec vous. Je vais vous le dire. Vous pourrez pleurer si vous le voulez. Vous pourrez protester si vous le voulez. Cela n'y changera rien. Vous sortirez de cette maison aujourd'hui, et le jour où ma femme deviendra ma femme, qui sera le 29 décembre, un certain nombre de choses que vous teniez pour acquises concernant votre avenir cesseront d'être vraies. Vous ne comprendrez point comment elles auront cessé de l'être. Vous ne pourrez point en remonter la cause.
Vous observerez seulement que certaines portes qui vous étaient ouvertes sont à présent closes, et que certains revenus sur lesquels vous comptiez sont à présent incertains, et que certains arrangements que vous jugiez assurés sont à présent remis en cause. Cela adviendra lentement. Cela adviendra au long de plusieurs mois. Cela n'adviendra pas tout à la fois, parce que je ne souhaite point vous accorder la dignité d'une ruine publique. Je souhaite vous accorder l'indignité d'une longue ruine privée. Je souhaite, madame, que vous soyez assise à la fenêtre d'un petit appartement dans une petite rue, et que vous regardiez par cette fenêtre, et que vous compreniez avec le temps que vous êtes assise là à cause de ce que vous avez fait à une jeune fille de 17 ans qui ne pouvait se défendre. Voilà ce que je souhaite, madame. Voilà ce que je vais obtenir. Décroisa les bras. Vous en viendrez, avec le temps, à vous demander pourquoi je ne fais pas pire. Je vais vous le dire, madame, afin que vous ne perdiez point de temps à y songer. Je ne fais pas pire parce que ma femme, qui vaut mieux que nous deux, serait peinée de savoir que j'ai fait pire, et parce que j'ai décidé pour elle d'être un homme un peu meilleur que je n'avais coutume de l'être. Vous aurez, au cours des années à venir, lieu de lui en être reconnaissante. Je me fie à vous, madame, pour ne point exprimer cette reconnaissance. Ma femme n'en a que faire. Ma femme, madame, n'a en vérité que faire de rien qui vienne de vous. Ce qui est, je crois, la chose la plus accablante que l'on vous ait jamais demandée dans votre vie. Il contourna de nouveau le bureau. Il s'assit. Il reprit sa plume. « Ah, Perrault vous reconduira, madame. Bonjour. » Madame Clotilde Ferrand ne se leva pas aussitôt. Elle ne put, d'abord, faire obéir ses jambes. Quand elle se leva enfin, elle ne fit point la révérence, parce qu'elle avait oublié comment. Elle sortit de la bibliothèque. Elle descendit le petit escalier. Elle monta dans sa voiture. Elle rentra par des rues qu'elle ne voyait point. Elle s'assit dans son propre salon rue de Varennes, dans le satin prime vert de sa robe de bal, que sa femme de chambre n'avait pas encore rangé. Et elle comprit, lentement, au cours de l'après-midi, qu'elle venait de rencontrer un homme qui se préparait à cet entretien depuis le mois de septembre, qu'elle était dépassée avant d'en avoir franchi la porte, et que la jeune fille qu'elle avait gardée au 4e étage de cette maison 4 années durant, sans jamais hausser la voix, sans jamais lever les yeux, sans jamais, pas une fois, faire de scène, l'avait défaite. Elle ne pleura pas, longtemps. Quand enfin elle ne pleura ni sur elle-même, ni sur Célestine, ni sur l'hôtel de la rue de Varennes, dont elle comprenait déjà qu'elle allait le perdre. Elle pleura parce qu'elle venait de s'apercevoir que sa belle-fille, qu'elle avait tenue pendant 4 ans pour sotte, avait été en vérité, depuis le jour des obsèques de son père, exactement assez habile pour lui survivre, et point plus d'un degré plus habile qu'il ne lui avait fallu l'être, ce qui était une forme d'habileté que madame Clotilde Ferrand n'avait jamais, en 46 ans d'existence, appris à reconnaître, et qui était la seule, au bout du compte, qui comptât. Élodie fut mariée au duc Lucien de Rochefort, le 29 décembre 1867, dans la chapelle privée du château de Rochefort, en Val-de-Loire, parce que sa mère était trop souffrante pour être transportée à Paris. La duchesse douairière de Rochefort, une très petite femme à l'échine très droite, soutenue par 3 oreillers dans la chambre bleue,
avait reçu sa nouvelle belle-fille la veille du mariage et lui avait pris la main et l'avait regardée longuement et avait dit de la voix claire et ténue des grandes malades: Mon fils n'a pas été un homme heureux, mademoiselle. Non, madame. Ah, il ne l'a pas toujours été? Non, madame. Il croit, dit la duchesse, qu'il n'a plus de cœur. Il se trompe. Il l'a seulement égaré. Si vous le retrouviez, ma chère, je vous en aurais obligation. Madame, je ne vivrai pas pour voir le printemps, dit la duchesse fort tranquillement. Retrouvez-le avant, si vous le pouvez, sans quoi il passera le reste de sa vie à le chercher, et c'est un homme qui est à voir à chercher les choses. Élodie n'avait su que dire. Elle avait baisé la main de la vieille dame, et la vieille dame avait caressé la joue et avait dit « Bon enfant », et avait fermé les yeux. Elle mourut le 14 janvier. Lucien était à son chevet. Il ne pleura point. Il n'avait pas pleuré depuis 11 ans, et il ne commença point alors. Élodie se tint à la porte de la chambre bleue et regarda son mari demeurer 2 heures auprès de sa mère morte, la main sur la sienne, et elle comprit lentement ce que la vieille duchesse avait voulu dire, et elle comprit aussi qu'elle avait été mariée publiquement, définitivement, pour le salut d'une lignée et l'apaisement d'une mourante, à un homme qui ne savait pas encore désirer quoi que ce fût pour lui-même et qui ne l'avait pas su depuis fort longtemps. Elle avait 19 ans. Elle était femme depuis 17 jours. Elle ne savait pas encore alors qu'il lui faudrait le lui apprendre. Les premières semaines du mariage se passèrent dans une sorte de quiétude formelle. Le duc de Rochefort se montra envers sa femme tel gentilhomme qu'il avait promis d'être. Il la saluait le matin dans la salle à manger d'un salut. Il dînait avec elle le soir à la longue table du salon vert, un valet derrière chaque chaise et la longueur du noyer ciré entre eux. Il s'enquérait chaque soir avant de se retirer si elle avait tout ce qu'il lui fallait. Elle disait chaque soir qu'elle avait tout. Il s'inclinait. Il gagnait ses propres appartements à l'autre bout de la longue galerie. Il ne l'embrassa point. En ces premières semaines, ne lui prit la main plus longtemps que la civilité ne l'exigeait, ni ne lui demanda rien d'elle. Elle comprit, en ces premières semaines, plusieurs choses. Elle comprit que son mari avait peur. Elle comprit qu'il avait peur d'elle. Particulièrement ce qui fut la chose la plus étrange qu'elle eût comprise au sujet d'un autre être. Elle comprit qu'il avait fait remplacer chaque robe de sa garde-robe, fait récupérer chaque bijou de sa mère de la cassette de sa belle-mère, fait livrer à la bibliothèque du château chaque livre qu'elle eût mentionné en passant. Elle comprit qu'il avait fait tout cela sans jamais en parler, et que, si elle le remerciait, il la regarderait comme si elle l'avait frappé. Aussi ne le remercia-t-elle point. Elle glissa une violette pressée dans le livre qu'il lisait. Il n'en dit rien. Mais le lendemain matin, il y avait un pot de violettes dans son petit salon. Et lorsqu'elle descendit déjeuner, il dit, sans lever les yeux de sa tasse, « Je vois que Perrault a trouvé quelques fleurs. Les jardins sont nus à cette saison. J'ai pensé que vous pourriez... » Puis il s'arrêta et n'acheva pas et but son café. Et elle dit, « Elles sont fort aimables, monsieur. » Et il baissa la tête sur sa tasse. Et elle pensa, avec un petit étonnement qui dura toute la matinée. Il n'a aucune idée de comment faire cela. Aucune idée. Elle comprit aussi qu'il l'observait. Il ne l'observait point,
comme sa belle-mère l'avait observé, pour y trouver faute. Il ne l'observait point, comme les hommes aux Tuileries observaient Célestine pour l'appétit. Il l'observait comme un homme observe une chandelle qu'il a allumée dans une chambre obscure, comme s'il craignait en détournant les yeux que la flamme ne s'éteignît et qu'il ne se retrouvât dans le noir. Elle commença, avec une grande prudence, à lui rendre son regard. Un soir, à la fin de janvier, elle descendit au salon quelques minutes en avance et le trouva déjà dans le salon vert, debout à la longue fenêtre, la main sur l'appui, les yeux sur rien. Il ne l'avait point entendu entrer. Elle demeura à la porte et le regarda une demi-minute peut-être, le port des épaules, la main sur l'appui, la laine noire du costume contre la lumière grise et froide. Et elle comprit soudain, sans qu'on l'en eût averti, que c'était ainsi qu'il avait eu l'air, 11 années durant, et que pendant 11 années, nul n'avait été à la porte pour le voir. Elle traversa la pièce sans parler. Elle vint se tenir près de lui à la fenêtre. Elle ne le toucha pas. Elle ne parla pas. Elle se tint seulement à son coude et regarda le même rien qu'il avait regardé. Au bout d'une minute peut-être, sa main bougea. Elle glissa très lentement le long de l'appui et elle s'arrêta quand le bord de son petit doigt vint toucher le bord du sien. Ce fut tout. Il ne lui prit pas la main. Il ne la regarda pas. Il ne reconnut ni par un mot ni par un souffle que rien se fût passé. Mais son doigt, le temps qu'il fallut à la pendule du vestibule pour sonner le quart, demeura contre le sien et ne se retira pas. Quand Perrault ouvrit la porte pour annoncer le dîner, Lucien retira la main, tout naturellement, comme pour ajuster sa manchette, et lui offrit le bras, et dit « Madame, voulez-vous bien passer ?» Elle prit son bras. Elle dit « Oui, monsieur. » À table, il parla de la toiture de l'aile nord qui demandait réparation. Il parla d'un cheval que Perrault lui avait recommandé. Il ne parla de rien d'important. Mais 2 fois, pendant qu'il parlait, il leva les yeux vers elle, à travers la longueur de noyer, cirée non point de l'ancienne manière, gardée et attentive des premières semaines et premières semaines, mais d'une manière nouvelle, pour laquelle elle n'avait point encore de nom. Et elle se tint très immobile chaque fois, car elle comprenait qu'il répétait quelque chose, et qu'il ne lui fallait point, par quelque mouvement brusque, l'en effaroucher. Ce soir-là, dans sa propre chambre, en lui brossant les cheveux, Marthe dit derrière elle, sans lever les yeux de la brosse, « Monsieur le duc chantonnait, madame, cet après-midi, dans la galerie. Je l'ai entendu en passant. Il chantonnait. Un air, madame. Pas fort, mais un air. Quel air, Marthe? Je ne saurais dire, madame. Je ne l'avais point ouï auparavant. Je ne crois pas, madame, qu'il en eût l'habitude. De chantonner. » Élodie se regarda dans la glace un long moment, et elle ne sourit point, car sourire ne lui semblait pas encore tout à fait sans danger. Mais ses yeux dans la glace étaient clairs, et ils ne se détournèrent pas. Dans la seconde semaine de février, par un après-midi de mardi, d'un froid vif et clair, une voiture qu'Élodie ne reconnut point entra dans la cour du château, et en descendit une femme que les domestiques reçurent avec l'efficacité feutrée et particulière que réserve dans les grandes maisons aux personnages dont le rang est plus élevé que le bienvenu. Elle s'appelait Madame Hélène de Valcourt. Elle avait 30 ans. Elle était fort belle, à la pâle manière polonaise, avec des cheveux de couleur de blé et les yeux gris de son hôte. Elle était veuve depuis 18 mois,
et elle avait été de 16 à 21 ans fiancée au duc Lucien de Rochefort. Élodie l'apprit dans la demi-heure qui précédait le dîner par Marthe, qui le tenait de la gouvernante, qui le tenait du maître d'hôtel. Marthe le lui dit dans le cabinet de toilette, en lui relevant les cheveux. Et elle le lui dit parce que Marthe avait servi 41 ans dans cette maison, et savait, mieux que bien d'autres, qu'une épouse qui descend dîner dans l'ignorance est une épouse qui a déjà perdu la première escarmouche. Elle était fiancée à lui, madame, à l'automne de 1856. Elles furent rompues au printemps de 1857, après le duel, madame, après la mort de mademoiselle Hélène. Madame de Valcourt, elle était alors mademoiselle de Ségur, lui écrivit de la maison de sa mère à Fontainebleau qu'elle ne pouvait épouser un homme qui eût du sang sur le nom. Telles furent ces paroles, madame. Je le sais parce que le valet de monsieur le duc en ce temps-là était le mari de ma cousine. Elle le libéra par lettre, et elle épousa le comte de Valcourt dans l'année. Et à présent, elle est veuve. À présent, elle est veuve, madame. Oui, et elle est venue ici. Elle est venue ici, madame. Élodie demeura très immobile devant la table de toilette. Elle se regarda dans la glace. 19 ans, dans une robe de dîner de soie, gris, tourterelle, que son mari avait fait commander à Paris sans la consulter, les cheveux dressés par une femme qui avait dressé ceux de sa mère, à sa main gauche une bague qui avait appartenu à 4 duchesses avant elle, et au cou les perles d'une 5e. Et quelque part en bas, dans le salon vert, se trouvait une femme qui avait jadis refusé cet homme, et qui était venue, 18 mois veuve, voir par qui il s'était remplacé. « Marthe, dit-elle, les saphirs, pas les perles ce soir, et le fichu de Valenciennes. Bien, madame. Et Marthe, madame. Ne me dis point, ce soir ni demain, que je suis sotte, je sais que je le suis. Je préférerais qu'on ne me le confirmât point. » « Je n'allais point vous le dire, madame, » dit Marthe en prenant les saphirs. « J'allais dire que madame de Valcourt est arrivée en robe de voyage de 3 saisons hors de mode, et qu'elle a demandé à la gouvernante, à la porte, si monsieur le duc était au château, sans demander si madame la duchesse y était. Voilà tout ce que j'allais dire. » Élodie la regarda dans la glace. « Je te remercie, Marthe. Madame. » Elle descendit dîner. Madame de Valcourt se tenait près du feu du salon vert, à demi détournée de la porte, parlant d'une voix basse et chaude à Lucien, lequel se tenait à distance exacte de 3 pieds, la main sur le manteau de la cheminée. Elle riait de quelque chose. Elle posa sa main gantée, un instant très bref, sur la manche du duc. Il ne la retira point. Il ne bougea point du tout. Élodie le remarqua avec un froid sec au fond de la gorge. Puis il leva les yeux et vit sa femme à la porte, et il bougea. Il traversa la pièce jusqu'à elle tout de suite. Il lui prit la main, il la passa sous son bras. Il dit, sans hausser la voix, mais assez nettement pour porter jusqu'à la cheminée, « Madame, il me faut vous présenter une amie de la famille qui est venue pour une affaire concernant la succession de son défunt mari, madame de Valcourt. Ma femme, non la duchesse, non Élodie, mais ma femme. » Elle sentit le petit poids délibéré des mots et comprit avec gratitude qu'il les avait choisis. Madame de Valcourt se tourna. Pendant 2 secondes, peut-être, les 2 femmes se regardèrent à travers le salon vert, et Élodie vit
car elle avait appris tout l'hiver à lire les visages, l'instant exact où madame de Valcourt comprit 3 choses à la suite. Que la jeune femme à la porte n'était point la provinciale nulle qu'on lui avait fait attendre, que la jeune femme à la porte portait les saphirs des Rochefort, et que la jeune femme à la porte tenait le bras de l'homme que madame de Valcourt avait, 11 années auparavant, refusé de sauver. Madame de Valcourt sourit. Ce fut un fort joli sourire. Madame la duchesse, je suis enchanté. Je disais justement à Lucien, pardonnez-moi, à votre mari, combien ces descriptions m'avaient peu préparé. Il a été discret jusqu'à la faute. Elle s'avança, elle tendit la main. Nous sommes de vieux amis, monsieur le duc et moi, de très vieux amis. J'espère que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je me prévale des privilèges d'une vieille amie durant mon petit séjour. Élodie prit la main offerte. Elle la tint exactement le temps convenable. Elle dit aimablement, « Madame, vous êtes la bienvenue en ma maison. J'espère que l'affaire qui concerne la succession de votre défunt mari pourra être promptement réglée, afin que vous puissiez reprendre votre deuil sans être dérangé. Une veuve de 18 mois ne devrait point voyager pour des affaires. Il est peu aimable aux gens de loi de l'exiger d'elle. J'en parlerai à mon mari. » Il y eut un petit silence vitreux. Le sourire de madame de Valcourt ne bougea pas, mais quelque chose derrière bougea. « Apocalyptique. Que vous êtes prévenante, madame. » « Je m'y efforce, madame. » Lucien, près d'elle, ne parla pas. Mais sa main, à travers l'étoffe de la manche, couvrit la sienne, et la pressa une fois contre son bras. Le dîner dura 1h40. Madame de Valcourt parla avec beaucoup de charme de gens qu'Élodie ne connaissait point et qu'on ne pouvait attendre qu'elle connût. Elle rit à des mots d'esprit qu'Élodie n'avait pas entendus. Elle évoqua à 2 reprises un été à Fontainebleau, d'un ton de souvenir tendre. Elle appela Lucien, mon cher ami, à 4 reprises, et monsieur le duc seulement quand elle s'adressait directement à lui. Élodie prit 3 cuillerées de consommé, 2 bouchées de turbot, et rien du faisant. Elle ne permit pas à son visage de bouger. Elle avait appris, en 4 ans rue de Varennes, à ne point permettre à son visage de bouger. Lorsque les dames se retirèrent, elles n'en étaient que 2. Ce fut le retrait le plus absurde auquel Élodie eût jamais pris part. Madame de Valcourt s'installa sur le canapé jaune du petit salon et tapota le coussin à côté d'elle. Et Élodie, qui n'avait point le choix, s'assit. « Ma chère enfant, » dit madame de Valcourt d'une voix changée, plus basse et plus douce, « j'espère que vous pardonnerez à une femme plus âgée. Un mot de conseil. Madame, ce n'est pas un homme facile. Je l'ai connu à 20 ans. Je l'ai connu avant la chose qui l'a changé. Je l'ai fort aimé autrefois. Je n'ai point pu l'épouser au bout du compte. Je n'en avais point la force. Je vous le dis parce que je vous trouve fort jeune, madame, et fort, pardonnez-moi, fort mal préparée, et je ne voudrais point que vous souffrissiez dans 5 ans de n'avoir point compris à présent ce qu'il est. Madame, il ne vous aimera jamais, ma chère. Je le dis avec bienveillance. Il n'en a pas le pouvoir. Il sera correct avec vous. Il sera généreux. Il vous sera fidèle à sa façon. Il a une sorte de code. Mais il ne vous aimera pas. Il a aimé une fois, et cela lui a été ôté. Et un homme comme Lucien n'aime point 2 fois. Je l'ai appris en 1857.
Je vous le dis en 1868 parce que j'aurais aimé qu'on me le dît. » Élodie la regarda. Elle la regarda longtemps. Elle regarda le beau visage pâle, les cheveux de couleur de blé dressés dans un style de 3 saisons hors de mode, la bague de veuve sur la main par ailleurs vide. Elle dit doucement: « Madame de Valcourt, je vous remercie. Je réfléchirai à ce que vous venez de dire. J'y réfléchirai en tâchant de comprendre pourquoi une femme de votre discernement, qui n'a point pu, en 1857, épouser un homme qui eut du sang sur le nom, a voyagé en février de Paris en Val-de-Loire, dans une robe de 3 saisons hors de mode, pour dire à sa femme de 19 ans qu'il est incapable de l'aimer. Je ne connais pas la réponse à cette question, madame. Je suis fort jeune, comme vous le dites, et fort mal préparé. Mais je crois que, lorsque je l'aurai comprise, je comprendrai aussi que ce que vous ne pûtes faire en 1857, vous le feriez aujourd'hui, et que ce que vous me dites ce soir n'est pas un conseil, c'est une candidature. » Le visage de madame de Valcourt, un instant très bref, cessa d'être beau. « Plaît-il, madame ? » ?»« Je dis, madame, que j'y réfléchirai. » Élodie se leva. « Vous me pardonnerez, j'ai la migraine. Bonne nuit sans paix, madame. » Elle sortit du petit salon. Elle longea la galerie. Elle gagna son propre cabinet, en referma la porte, s'assit sur la chaise la plus proche et s'aperçut qu'elle tremblait des épaules, aux genoux. Elle ne sut, qu'en les sentant salés, qu'elle pleurait. Elle pleurait encore, doucement, 10 minutes plus tard, lorsque la porte s'ouvrit sans qu'on eût frappé, et que son mari entra et s'arrêta dans l'embrasure, et la regarda et dit, d'une voix qu'elle ne lui avait point encore entendue: « Élodie, je me porte fort bien, monsieur. » « Non. » Il traversa la pièce. Il s'agenouilla, en tenue de soirée, sur le tapis devant sa chaise. Il lui prit les mains. « Elle est partie, dit-il. Je l'ai renvoyée. Elle ne reviendra pas. Perrault prépare une voiture. Je ne savais pas qu'elle venait. Je ne l'ai pas revue depuis 1857. Je ne l'ai pas souhaitée. Je vous le jure. Lucien, madame. Elle m'a dit que jamais vous ne m'aimeriez. Elle m'a dit qu'un homme comme vous n'aimait point 2 fois. » Il se tut. Puis il dit: « Madame, je ne l'ai pas aimée. J'avais 20 ans. Nos familles nous avaient fiancés. À la mort de ma sœur, elle m'écrivit de Fontainebleau et me libéra, et je fus, Dieu me pardonne, soulagé. Je n'ai pas pensé à elle en 11 ans qu'avec un léger embarras. Elle n'est pas venue ici ce soir pour me voir. Elle est venue ici ce soir pour voir si j'avais épousé ma femme qu'elle put effrayer. Je suis désolé, mon amour. J'aurais dû le prévoir. Je ne l'ai point fait. » Élodie le regarda. « Lucien. Madame, vous m'avez appelé, mon amour. » Il ferma les yeux. Il était encore agenouillé. La lumière des bougies était fort douce sur le côté de son visage. « Oui, dit-il, j'entendais ne point le dire avant d'en être certain. Je m'aperçois que je l'étais depuis quelque temps. Pardonnez-moi le désordre, madame. Je tâcherai de faire mieux. » Elle se mit à rire. Elle ne savait point qu'elle allait rire. C'était la première fois qu'elle riait dans cette maison, et ce rire sortit à demi-sanglot. Et il la regarda, alarmé, et elle lui prit le visage entre les mains et lui baisa le front, parce qu'elle n'osait point encore sa bouche. « Lucien, homme absurde, relevez-vous. » Ils demeurèrent ensemble longtemps sur l'accoudoir de la chaise, sans parler.
Et Élodie comprit lentement deux choses. La première était qu'elle n'allait point lui dire, ni ce soir, ni jamais, combien elle avait, dans le petit salon jaune, failli croire Madame de Valcourt. La seconde était qu'elle devrait, un jour prochain, lui pardonner jusqu'aux choses qu'il n'avait pas faites, parce que c'était un homme qui avait vécu 11 années en s'attendant à être quitté, et parce qu'elle avait décidé, il y avait quelque temps, qu'il ne le serait point. Dans la 3e semaine de février, elle se promenait dans l'orangerie. C'était la plus chaude pièce du château en hiver, et elle avait pris l'habitude de s'y asseoir avec son livre l'après-midi, lorsqu'elle entendit des pas sur l'allée de gravier, puis la voix de Lucien, basse, parlant français, puis une autre voix, celle d'un homme, parlant français avec un accent qu'elle ne put situer, puis une troisième voix, celle d'une femme qu'elle reconnut aussitôt, et qui lui fit défaillir le cœur. C'était Célestine. Elle se glissa, sans y penser, derrière le grand camélia. Elle ne sut point pourquoi. Elle ne se pensait point, en cet instant, comme une personne qui se cache. Mais elle se cacha. La porte vitrée de l'orangerie s'ouvrit. Lucien entra le premier. Derrière lui, en manteau de voyage de velours grenat, et dans un chapeau qu'Élodie avait vu la dernière fois dans un catalogue de Worth, venait Célestine Ferrand. Et derrière Célestine venait un petit homme nerveux, qu'Élodie reconnut, d'un choc différent pour l'intendant du duc, Monsieur Perrault. Monsieur le duc, disait Célestine, et ce n'était pas la voix dont elle usait chez elle. C'était une voix plus haute, plus douce, tremblante. Je viens seulement vous supplier de pardonner la conduite de ma mère. J'ai été malade de honte. Je n'ai pu trouver le repos avant de vous avoir parlé. Et à ma très chère sœur, où est-elle? Où est Élodie? Il me faut... Mademoiselle Ferrand, dit Lucien. Il le dit bas. Il n'éleva pas la voix. Élodie, derrière le camélia, avait déjà appris à entendre ce qui arrivait à sa voix quand elle se faisait basse de cette manière particulière, et elle pressa la main contre sa bouche. « Anandjadi, Mademoiselle Ferrand, je vais vous dire 3 choses, et ensuite Monsieur Perrault vous reconduira à votre voiture, et vous retournerez à Paris, et vous ne reviendrez point en cette maison. Vous n'écrirez point à ma femme. Vous ne rendrez point visite à ma femme. Vous ne prononcerez le nom de ma femme dans aucun salon parisien, sur aucun ton autre que celui de la plus profonde et de la plus respectueuse affection. Me comprenez-vous? Monsieur, la première chose, je sais que c'est vous qui avez dit à la vicomtesse de Saint-Maur le 19 novembre que ma femme était folle depuis l'enfance et que votre mère la tenait enfermée au grenier pour la sûreté du foyer. Je sais que la vicomtesse de Saint-Maur l'a redit à la comtesse d'Arville et la comtesse d'Arville à sa cousine, et que, au soir du 21 novembre, la chose avait atteint les Tuileries. Je le sais parce que j'ai la lettre qu'a écrite la vicomtesse le soir du 19. Je l'ai achetée à sa femme de chambre pour 1000 francs. Elle est dans le tiroir de ce bureau. Il ne désigna pas le bureau. Il n'en avait pas besoin. La deuxième chose, je sais que c'est vous qui, le 22 novembre, envoyâtes au rédacteur du Figaro un billet anonyme laissant entendre que les fiançailles prochaines du duc de Rochefort étaient irrégulières et que la dame en question n'était point celle que le duc croyait. Je le sais parce que j'ai le billet, je l'ai acheté au rédacteur pour 5000 francs. Je l'ai aussi, la troisième chose.
Célestine émit un petit son. Ce ne fut pas tout à fait un mot. La troisième chose, mademoiselle, est que je n'ai point, jusqu'à cet instant, dit un mot de tout cela à ma femme. Je ne le lui ai pas dit parce qu'elle est une femme de plus de miséricorde que vous ne méritez, et parce que je ne voulais point que son premier mois dans cette maison fût un mois de chagrin. Je vous le dis à présent, ici, en cette pièce, en présence de M. Perrault, afin que vous compreniez avec une parfaite clarté ce que je tiens. Vous êtes venu ici aujourd'hui pour tenter, j'imagine, quelque réconciliation qui permit à votre mère de retrouver son assise dans le monde, et à vos propres fiançailles avec le neveu du comte de Valcourt de se poursuivre. Je ne permettrai ni l'un ni l'autre. Monsieur Perrault vous expliquera, sur le chemin du retour à Paris, quelles dispositions j'ai prises avec le comte de Valcourt touchant l'avenir de son neveu. Il vous expliquera aussi quelles dispositions j'ai prises avec les banquiers de votre mère. Vous trouverez, mademoiselle, que l'hôtel de la rue de Varennes n'est plus à votre mère pour le louer. Vous trouverez que les fiançailles Valcourt ne sont plus les vôtres à honorer. Vous trouverez que certaines invitations que votre mère attendait ne viendront pas. Rien de tout cela ne sera fait publiquement. Rien de tout cela ne sera expliqué. La société va simplement... Il leva une main gantée de noir, paume renversée vers le sol, et la posa sur le rebord d'une urne passena de marbre. Se refroidir. Célestine pleurait à présent, doucement, comme on pleure quand on comprend que pleurer ne servira de rien. Vous avez été cruelle avec ma femme, mademoiselle, dit le duc de Rochefort, et sa voix, si possible, se fit encore plus basse. Vous avez été cruelle avec elle 4 années durant, dans une maison qui était celle de son père, sous le nez d'une de vos mères qui en tirait profit. Je ne puis lui rendre ces 4 années, je ne puis lui rendre ses leçons de danse, sa première saison, les nuits qu'elle passa dans une chambre du 4e étage, enveloppée dans le châle de sa mère, à se demander ce qu'elle avait fait de mal. Mais je puis faire en sorte que vous n'en tiriez pas profit. Voilà, mademoiselle, ce que je peux faire, et ce que je ferai, et ce que, à vrai dire, je fais. Monsieur Perrault. La voiture de mademoiselle. Monsieur le duc, dit Perrault, je vous prie. Monsieur, tenta Célestine, s'arrêta, reprit. Monsieur le duc, de grâce, je vous supplie, j'ai été ma mère, elle, j'étais une enfant, je vous en prie, laissez-moi la voir, laissez-moi lui parler, elle me pardonnerait, elle me pardonne toujours. Elle le ferait, mademoiselle, dit Lucien, et c'est précisément pour cela que je ne le permettrai pas. Bonsoir. Il ne la regarda point de nouveau. Il se tourna, et il traversa la longueur de l'orangerie, et il passa à 6 pieds du grand camélia, derrière lequel se tenait sa femme. Et il ne la vit point, et il sortit par la porte vitrée dans le jardin, et il disparut. Monsieur Perrault, qui était un homme de cœur, et qui n'avait pas pris plaisir aux 5 minutes précédentes, offrit son bras à Célestine. Elle le prit. Elle tremblait. Il la conduisit vers l'autre porte. L'orangerie redevint silencieuse. Élodie demeura longtemps derrière le camélia, puis elle marcha lentement par la longue pièce chaude et vitrée, et elle sortit dans le jardin, et suivit l'allée de gravier, et rentra dans la maison, et monta le grand escalier, et longea la galerie, et frappa à la porte de la bibliothèque de son mari. Il dit « Entrez ». Elle entra. Il se tenait à la fenêtre. Il lui tournait le dos.
Ses épaules étaient fixées dans cette disposition particulière qu'elle avait apprise en 2 mois à reconnaître comme le signe qu'une chose lui avait coûté. Elle dit « Je vous ai entendu dans l'orangerie ». Il ne se retourna point. « Je vous ai tout entendu, dit-elle. J'étais derrière le camélia, je me suis caché. Je ne sais pas pourquoi. » Il dit, sans se tourner. « Je n'aurais point souhaité que vous l'entendissiez. » Pourquoi? Parce que ce ne fut point fait avec bonté. Non, dit-elle, ce ne fut point fait avec bonté. Ce fut fait avec justice. Ce ne sont pas la même chose. Il se retourna alors. Il la regarda. Elle eut, en cet instant, l'impression étrange qu'elle était plus grande qu'elle ne l'était le matin. Elle dit « Lucien ». Ce fut la première fois qu'elle l'appela par son prénom. « Lucien, je vais vous poser une question. Je la pose parce que je n'ai point coutume de demander 2 fois. » Un muscle bougea le long de sa mâchoire. Elle avait appris ce que cela aussi voulait dire. « Ben, madame, quand vous avez envoyé les perles, dit-elle, et la robe, le soir du bal de mon père, aviez-vous déjà décidé de m'épouser? Oui, quand vous m'avez vu aux Tuileries, en septembre. Aviez-vous déjà décidé? Je n'avais pas décidé. J'avais compris que je ne pourrais éviter de décider. Pourquoi? Il se tut longtemps. Il dit « Madame, je vous dois la vérité, et j'y suis lâche. Je vais la dire mal. Je n'ai point parlé honnêtement depuis 11 ans, et je suis rouillé. Quand je vous ai vu aux Tuileries, j'ai pensé, il est au monde une femme qui a été blessée et qui n'en est point devenue cruelle. Et j'ai pensé, je suis devenu cruel à moins, et j'ai pensé que si je pouvais me tenir quelquefois auprès d'une telle femme, je pourrais peut-être... Il s'arrêta. Achevez, dit Élodie. Je pourrais peut-être me rappeler comment être un homme que ma sœur aurait connu. Ce fut la première fois qu'il avait prononcé le mot « sœur » devant elle depuis le mariage. Élodie traversa la pièce. Elle se tint devant lui. Elle leva la main lentement, lui laissant le temps de reculer, et elle posa la paume très légèrement sur la laine noire de son revers, sur son cœur. « Monsieur, dit-elle, votre mère m'a dit, la veille de notre mariage, que vous aviez égaré votre cœur, et elle m'a demandé de le retrouver pour vous, si je le pouvais. Je n'ai point oublié la commission. Je voudrais, avec votre permission, commencer. » Il ne bougea point. Il ne respira point, un instant, puis sa main gantée de noir se leva et couvrit la sienne, et la pressa, fort, contre sa poitrine. Il dit « Madame, je ne sais comment être aimé, je l'ai oublié. »« Alors nous serons lents, monsieur, dit-elle. Nous avons le temps. J'ai peur de vous, dit-il, la regardant de haut. Et ce fut la chose qui ressemblait le plus à un sourire qu'elle eût vu sur son visage. Et ce n'était pas tout à fait un sourire. C'était la forme qu'aurait un sourire chez un homme qui n'en avait pas usé des muscles 11 années. Je voudrais que vous le sussiez. Je le sais, dit-elle. J'ai peur de vous depuis septembre. Hénène, je le sais aussi, monsieur. Lucien, il lui prit la main, très délicatement, de sa poitrine, et il la retourna, et il posa la bouche sur l'intérieur de son poignet, au-dessus du pouls, et il y laissa 3 battements de cœur, exactement aussi longtemps qu'il l'avait regardée aux Tuileries, et elle comprit qu'il avait compté tout du long, et qu'il avait compté pour elle. Ils ne devinrent pas amants cet après-midi-là. Ils devinrent plutôt quelque chose de plus lent,
de plus étrange et de plus difficile à nommer, deux êtres qui avaient décidé dans une bibliothèque, la lumière d'hiver venant par la fenêtre, de commencer à se dire la vérité. Dans les semaines qui suivirent, il lui parla de sa sœur Hélène. Il lui en parla par morceaux au cours de nombreuses soirées dans le salon vert avec le feu entre eux, et une fois dans l'orangerie, et une fois dans la chapelle où sa mère était enterrée. Il lui parla du duel. Il lui parla du garçon et de la mère du garçon. Il lui parla des 3 jours qu'il avait passés à son chevet et de l'instant où il avait compris que sa propre vie serait désormais une dette payée à 2 fantômes. Il lui parla des 11 années. Elle lui parla, à son tour, de son père et de sa mère, et de la chambre du 4e étage, et du bas qu'elle reprisait le soir où Célestine vint à sa porte. Elle lui parla de Marthe. Elle lui demanda un jour ce qu'était devenue Marthe, et il dit « Elle est dans l'aile sud, madame. Je l'ai fait venir ici le lendemain de notre mariage. Elle est votre femme de chambre de nouveau. J'aurais dû vous le dire. Je ne savais comment en faire un don plutôt qu'un arrangement. Elle alla trouver Marthe ce soir-là. Elles ne parlèrent pas beaucoup. Elles se tinrent longtemps, embrassées. Au matin, Marthe lui dressa les cheveux à la manière dont elle avait dressé ceux de sa mère. C'est une cruauté particulière au mariage aristocratique dans la France du Second Empire que sa première fonction fut dynastique et la seconde ornementale, et que les affections des partis, s'ils s'en formaient, fussent censées arriver comme une sorte d'agréable surprise au cours de la première décennie. Au point du tout, bien de ces mariages ne produisaient jamais d'affection. Certains produisaient seulement des enfants. Quelques-uns, assez rares pour qu'on les évoquât dans les salons de ce ton d'étonnement réservé aux comètes et aux saints, en produisaient quelque chose d'étrange dont la langue française, pour toute sa subtilité, n'avait pas un mot unique et que l'on décrivait en périphrase, une entente, une tendresse, un attachement de la plus rare espèce. Le mariage du duc et de la duchesse de Rochefort au printemps de 1868 commença à se mentionner parmi ceux qui avaient occasion de l'observer dans la 3e de ses manières. La duchesse Clotilde Ferrand, car elle s'était fait appeler ainsi, se prévalant du titre de son défunt époux, 4 années durant, vendit l'hôtel de la rue de Varennes le 3 avril, à perte, pour honorer un billet à ordre que les banquiers de son défunt mari avaient, à regret, fait rentrer. Elle s'installa dans un petit appartement de la rue du Bac. Célestine n'épousa pas le neveu du comte de Valcourt. Elle n'épousa point, en vérité, cette saison-là, ni la suivante. À l'automne de 1869, elle vivait avec sa mère dans l'appartement de la rue du Bac. Elle n'était plus reçue dans les salons qu'elle avait jadis fréquentés, et elle n'était mentionnée, aux rares occasions où son nom surgissait, que dans le chuchotement qui porte, dont Madame Clotilde avait jadis usé au sujet d'Élodie. Comme cette petite Ferrand, pauvre enfant, si discrète, si oubliée. La vicomtesse de Saint-Maur, qui avait répété l'histoire du grenier, découvrit en mai que la garnison de son époux avait été modifiée par des canaux qu'elle ne put identifier et qu'elle l'accompagnerait à Alger pour une durée indéterminée. Elle ne reparut à Paris qu'en 1872. On ne se souvenait plus d'elle alors. Le rédacteur du Figaro, qui avait accepté le billet anonyme, se trouva
le restant de sa carrière dans l'impossibilité d'obtenir un entretien avec aucun membre des maisons Rochefort, Polignac ou Montclair, ce qui fut un ennui professionnel de quelques conséquences. Rien de tout cela ne fut annoncé, rien de tout cela ne fut expliqué. Ce fut seulement, comme avait dit le duc de Rochefort, un refroidissement. Le 2 mai 1868, Élodie se rendit seule rue du Bac. Elle dit à Lucien qu'elle allait faire visite à la princesse de Polignac. Elle n'avait point coutume de lui mentir, et elle le faisait mal. Il la regarda un long moment à travers la table du déjeuner et ne dit rien. Puis il dit « La voiture à 11 heures, madame ?» Et elle dit « À 11 heures, monsieur ?» Et il s'inclina, gagna sa bibliothèque et ne lui demanda rien de plus. Elle gardait l'adresse dans un tiroir de son bureau depuis 3 semaines. Perrault n'avait pas voulu la lui donner. Elle avait dit doucement « Monsieur Perrault, je suis la duchesse de Rochefort, et je vous l'ai demandé 2 fois, et il la lui avait donnée. L'appartement était au 4e étage, au-dessus d'une boutique de chandeliers, dans une maison étroite dont l'escalier sentait le chou et l'humidité. Elle monta les marches lentement, en manteau de voyage, sans domestique. Elle n'avait pas été dans une pièce de 4e étage depuis janvier. Célestine ouvrit la porte. Un instant, ni l'une ni l'autre ne parla. Célestine n'avait pas les cheveux dressés. Elle portait une robe de laine brune qu'Élodie, au bout d'une seconde, reconnut pour lui avoir jadis appartenu, au temps de la rue de Varennes, et qui avait été refusée par Célestine. Ses yeux allèrent d'abord au visage d'Élodie, puis à son manteau, puis à ses mains gantées, puis, avec une longue et lente terreur, à son visage de nouveau. Élodie, Célestine, ta mère est-elle là? Elle se repose. Elle ne va pas bien. Élodie, je t'en prie, si tu es venue pour... Je ne suis venue pour rien, Célestine. Puis-je entrer? Célestine s'écarta. La pièce était fort petite. Il y avait un feu, mais il était presque éteint. Madame Clotilde Ferrand se tenait dans un fauteuil, près de la fenêtre, un châle sur les genoux. Elle était plus mince qu'Élodie ne l'avait gardée en mémoire, et plus vieillie. Et lorsqu'elle vit sa belle-fille à la porte, elle porta la main à la gorge et émit un petit son qui n'était pas tout à fait un mot. « Madame, » dit Élodie. « Vous êtes venue nous regarder, » dit Clotilde. Sa voix était rauque. « Fort bien. Regardez. » « Non, madame. Je sais ce qu'a fait mon gendre. Je sais ce qu'il fait encore. Les fiançailles, Valcourt, les banquiers, la maison. Je sais tout. Vous pouvez lui dire de ma part que je... Madame, dit Élodie. Et elle posa sur la petite table, près de la chaise de Clotilde, un portefeuille de cuir qu'elle avait apporté sous son manteau. Je ne viens point de la part de mon mari. Mon mari ignore que je suis ici. Je ne suis pas venu vous regarder. Je suis venu vous dire 3 choses, et je m'en irai. Clotilde se tut. La première chose, madame, je sais ce que vous avez fait. Je sais pour la lettre à la vicomtesse. Je sais pour le billet au Figaro. Je sais que la main était celle de Célestine, mais je sais que l'envoi fut le vôtre. Je ne viens pas en discuter. Mon mari s'en est occupé. Je ne m'en serais pas occupé ainsi. Voilà la deuxième chose. Les yeux de Clotilde se levèrent lentement vers son visage. La deuxième chose, madame, je me suis entretenu ce matin avec monsieur Perrault. L'hôtel de... La rue de Varennes sera vendue en juin. J'ai prié mon mari. Je l'en ai prié, madame. Je ne le lui ai pas commandé. Il ne me refuse rien.
mais je ne prends pas à la légère ce qu'il me donne. Je l'ai prié de vous constituer en mon nom une rente viagère de 6 000 francs par an pour votre vie durant, et à Célestine une dot de 40 000 francs, placée en fidéicommis, libérée le jour de son mariage à quelque homme d'honorable caractère qu'elle puisse choisir et qui puisse la choisir. Il a consenti. Les actes vous parviendront dans la huitaine. On ne vous demandera point de signer. On ne vous demandera point de remercier qui que ce soit. On ne vous demandera point, madame, de me revoir. Le feu dans la petite grille siffla une fois. La bouche de Clotilde s'était ouverte. Elle ne se referma point tout à fait. Pourquoi, dit-elle? Parce que, madame, ma mère, Dieu la repose, m'a enseigné avant de mourir que l'on ne devient pas ce que l'on a. Haï. J'y ai beaucoup pensé. Je suis duchesse depuis 4 mois. J'ai plus d'argent à présent que vous n'en avez jamais vu de votre vie. Je pourrais vous garder dans cette pièce de la rue du Bac le restant de vos jours et laisser entendre, très doucement, dans les salons, que vous n'étiez plus à recevoir, et vivre ma vie dans l'aisance, en sachant que vous mangiez de la soupe aux choux au 4e étage, devant un feu qui ne prenait point. J'y ai songé, madame, j'y ai songé sérieusement. Je m'aperçois que je ne le puis, non parce que vous ne le méritez pas, vous le méritez, mais parce qu'il me faudrait devenir vous pour le faire, et j'ai passé 4 années à ne point devenir vous, et je n'ai point l'intention d'en abandonner l'habitude à présent. Elle se tourna. Célestine. Célestine, à la porte, était devenue blanche. Célestine, les 40 000 sont pour toi, non pour ta mère. Ils seront placés chez Perrault. Ta mère ne peut y toucher. Si tu épouses un homme qui me paraît épouser l'argent, je le saurai, parce que je le demanderai. Si tu épouses un homme qui me paraît aimer, l'argent est à toi le jour du mariage. Et je viendrai, si tu le souhaites, m'asseoir dans le banc de la famille, et je te souhaiterai bonheur, et je le souhaiterai sincèrement. Voilà la 3e chose. Adieu, madame. Adieu, Célestine. Elle s'avança vers la porte. Élodie, elle se retourna. Célestine pleurait. Elle avait les mains pressées sur la bouche. Élodie, pourquoi? Parce que, ma sœur, dit Élodie, tu avais 20 ans et que ta mère t'a enseigné ce qu'elle t'a enseigné et que je ne sais ce que je serais devenue si nos mères avaient été échangées au berceau. Je ne puis être sûr d'avoir été meilleure. Je ne suis plus désormais d'humeur à être sûre. Adieu. Elle descendit l'escalier. Dans la voiture, sur le chemin du retour, elle ne pleura pas. Elle se tint très droite, les mains gantées, jointes sur les genoux, et regarda défiler les rues de Paris par la fenêtre. Et lorsque la voiture entra dans la cour de l'hôtel de la place des Vosges, elle vit Lucien au haut du perron, sans chapeau, qui l'attendait, et elle comprit qu'il s'y tenait depuis quelque temps. Il la fit descendre lui-même. Il dit « Madame, je suis allé rue du Bac. Je le sais, mon amour. Vous le saviez quand je suis parti. Je le savais depuis que vous avez demandé l'adresse il y a 3 semaines. Perrault me l'a dit. C'est un homme loyal, madame. Ne soyez pas fâchée contre lui. Je ne l'ai pas interdit. Je voulais voir si vous iriez. Êtes-vous fâchée? » Il la regarda longuement dans la lumière froide et vive de mai. Il dit « Niez, madame, j'ai été 11 années durant un homme qui croyait que la justice et la miséricorde étaient le même acte exécuté par des mains différentes. Vous m'avez montré ce matin qu'ils ne le sont pas. Je ne suis point fâché.
Je suis en vérité honteux. Rentrez. Vous êtes glacé. » Elle dit, « Lucien, j'ai donné votre argent. Je le sais, mon amour. Perrault a passé la matinée avec moi. Les actes sont dressés. Je les ai signés. Rentrez. » Elle rentra à son bras. Le 14 mai 1868, 6 mois, jour pour jour, après être descendu de l'escalier de l'hôtel Ferrand en soie bleu nuit et dans les perles de Rochefort, Élodie se trouvait dans l'orangerie du château de Loire, auprès de son mari, lisant à voix haute dans un livre de Lamartine. Il écoutait. Il faisait ce qu'il avait commencé, durant ces 3 derniers mois, à faire de plus en plus souvent. Il regardait la bouche d'Élodie, et non la page, et lorsqu'elle levait les yeux, il ne détournait pas les siens. Elle ferma le livre. Elle dit, « Lucien, madame, je l'ai retrouvé. » Il dit prudemment, « Retrouvé quoi, mon amour, et il ne s'entendit dire, mon amour, qu'après que ce fut sorti, et alors il se figea. « Votre cœur, monsieur, dit-elle, je l'ai depuis quelques semaines. Je n'ai point voulu le dire avant d'en être certaine. Je le suis à présent. C'est un bon cœur. Il a été mal employé. Je crois qu'avec soin, il fera l'affaire. » Il ne parla point. Il tendit la main par-dessus la petite table qui les séparait, et elle posa la sienne dans la sienne. Il dit, après un moment, d'une voix qu'elle ne lui avait jamais entendue, car c'était la voix d'un homme qui n'en avait pas usé depuis fort longtemps. « Élodie, oui, Lucien, je vous aime. Je le sais, mon amour. Je vous aime depuis septembre. Je le sais aussi. Je ne suis pas exercé à cela. Je serai gauche. Je vous manquerai en de petites choses. Lucien, madame, je n'ai point épousé un homme exercé, dit-elle. Je vous ai épousé, vous. Taisez-vous, mon amour. Embrassez-moi. » Il ne lui obéit pas vite. C'était un homme qui, 11 années durant, n'avait obéi vite à personne. Il se leva lentement de son fauteuil. Il contourna la petite table. Il s'agenouilla une fois sur la dalle de pierre de l'orangerie, parce qu'il avait décidé. Elle le vit, elle le comprit, elle l'aima pour cela, que la première fois qu'il embrasserait sa femme, il le ferait en homme qui savait exactement ce qu'il avait reçu et exactement ce qu'il avait failli ne point mériter. Il lui prit le visage entre les 2 mains dégantées. Il la regarda 3 battements de cœur, comme il l'avait regardée aux Tuileries, comme il l'avait regardée à travers la salle de bal de l'hôtel Ferrand, comme il l'avait regardée chaque soir de leur mariage à travers la longueur de la table du salon vert. Puis il l'embrassa. Ce ne fut pas le baiser d'un homme froid. Cela ne l'avait peut-être jamais été. Ce fut le baiser d'un homme qui avait égaré son cœur en 1857 et qu'il avait retrouvé en une orangerie en 1868, en la garde d'une jeune femme de 19 ans en robe de laine grise, qui n'avait pas été, au bout du compte, oubliée par aucun de ceux qui importaient. Au dehors, dans la vallée de la Loire, la première vraie chaleur du printemps remontait de la terre. Les camélias étaient presque finis. Les roses n'avaient pas commencé. La lumière, à travers les verrières, était de l'or pâle d'un pays qui, durant un long hiver, avait attendu quelque chose et qui venait enfin, sans bruit, de le recevoir. Dans la chambre bleue, en haut, vide à présent depuis ces 4 mois, une petite miniature de la vieille duchesse de Rochefort était posée sur le manteau de la cheminée, à l'endroit où Élodie l'avait elle-même placée en janvier et qu'elle avait tournée
chaque soir depuis vers la porte. Elle lui dirait, cette nuit-là, qu'elle l'avait fait. Oui, elle lui dirait aussi que la vieille duchesse avait eu tout à fait raison. Il avait seulement égaré son cœur, et qu'il se trouvait tout du long exactement à l'endroit où elle avait dit qu'il était. Fin